Octobre 2016, la jungle de Calais est démantelée. Mais où sont allés les réfugiés? J'étais persuadé qu'un avenir meilleur m'attendait à ce moment-là. Comment ont-ils été accueillis? On va mettre tout en œuvre pour les aider à régulariser leur situation et se reconstruire. Et quel avenir les attend vraiment? J'aimerais être considéré comme un citoyen français. Après la jungle, un documentaire suivi d'un débat dans Le Monde en face de Marina Carrère d'Ancos, mardi à 20h50 sur France 5. Et juste après, Calais, les enfants de la jungle. Bonjour à tous et bonjour à notre invité. Bonjour Julien Launay. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste et auteur de ce documentaire Après la jungle, un film événement qui sera diffusé ce mardi 11 avril sur France 5. On se souvient tous évidemment de ces images de l'évacuation de la jungle de Calais en octobre dernier, de ces hommes qui quittent ce bidonville à bord de cars pour traverser la France et rejoindre un des centres d'hébergement répartis sur tout le territoire. Julien Launay, vous avez suivi vous-même certains de ces migrants dans leur voyage vers une nouvelle vie. Quelle était votre ambition en réalisant ce documentaire? Qu'est-ce que vous avez souhaité nous montrer et démontrer à travers ce film? Alors, dans un premier temps, c'était presque pas tant les migrants de Calais qui nous intéressaient à proprement parler. C'est un peu paradoxal. On voulait vraiment s'intéresser à la France. Est-ce qu'elle est encore une terre d'accueil? Pourquoi? Parce que vous avez évoqué le démantèlement de la jungle de Calais et donc le fait qu'on allait les déplacer sur l'ensemble du territoire pour les loger provisoirement ici ou là en France. Et avant même qu'il y ait ce démantèlement, le 24 octobre 2016, qui a duré quelques jours, il y a eu des crispations ici ou là en France en perspective de ce démantèlement. Il y a eu une partie de la population dans certains endroits qui a manifesté un rejet. Dans ces villes ou ces villages qui étaient censés accueillir exactement ces migrants qui allaient être répartis en France. Et le point de départ du documentaire, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a voulu savoir pourquoi finalement il y avait deux France. Moi, ce que j'ai appelé la France de l'hospitalité face à la France de l'hostilité. Et bien évidemment, à travers cette problématique-là, on raconte aussi des destins hors normes, ceux de ces migrants qui ont parcouru des milliers de kilomètres, qui ont fui des pays en proie aux violences. D'où ils viennent justement les migrants que vous avez suivis, vous, les groupes de migrants? Alors, ils viennent d'où essentiellement? Moi, je me suis intéressé à deux localités. L'une d'entre elles se situe en Loire-Atlantique, pas très loin de Saint-Nazaire, Saint-Brévin-les-Pins. Et l'autre se situe dans les Pyrénées-Atlantiques, pas très loin de Pau, elle s'appelle Oloron-Sainte-Marie. Dans le cas de Saint-Brévin-les-Pins, il y a 47 migrants qui sont arrivés. Les nationalités principalement originaires du Soudan, également d'Afghanistan, de l'Érythrée et de la Birmanie. Et concernant Oloron-Sainte-Marie, ce sont quasiment tous des Soudanais. Ils sont 12, à une exception près, il y a également un Koweïtien. Pourquoi vous avez fait le choix de ces deux villes particulièrement? Est-ce que c'est un choix qui s'est fait au hasard? Ou vous les avez choisis en toute connaissance de cause par rapport à la qualité de l'accueil ou des hostilités qui pouvaient régner sur place? Non, ça ne s'est pas fait par hasard. Dans un premier temps, mon attention s'est vraiment focalisée sur cette localité de Saint-Brévin-les-Pins, parce que, au gré de mes recherches, je me suis rendu compte, au moment où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à cette problématique-là, on était fin septembre, début octobre, qu'il y avait notamment des tensions dans cette ville de Saint-Brévin-les-Pins et que cette tension avait été exacerbée par des coups de feu qui avaient été tirés sur le centre qui allait accueillir les migrants. Et en réfléchissant à un projet de documentaire, il est apparu assez intéressant de faire une sorte de miroir, c'est-à-dire qu'on avait potentiellement une localité où il y avait un clivage, en l'occurrence Saint-Brévin-les-Pins, et on souhaitait aussi qu'il y ait une localité où il y a un autre schéma, en l'occurrence où la tradition d'accueil pouvait paraître une évidence en théorie, à savoir Oloron-Sainte-Marie, puisqu'il y a la proximité avec l'Espagne, et qu'à une autre époque,
on a accueilli des réfugiés. Je parle précisément au moment de la guerre civile en Espagne, avec tous ces républicains qui ont traversé les Pyrénées pour trouver refuge ici en France. Alors à propos de la commune de Brévin-les-Pins, effectivement, quand on voit ces migrants qui arrivent là-bas, l'accueil leur est hostile pour moitié, on va dire, puisqu'il y a d'une part la population qui est bienveillante, qui veut les accueillir, et puis d'autre part, il y a les hostilités avec une partie de la population qui n'a pas envie de les voir arriver, qui refuse leur installation là. Vous assistez à une réunion publique un soir où fusent des propos xénophobes. C'est un moment très violent auquel on assiste et que vous avez capté en vidéo. Oui, c'est un des moments forts du documentaire, assez clairement. Alors, il faut quand même préciser que ce n'est pas exactement une réunion publique dans le sens où les autorités, qu'elles soient préfectorales ou municipales, n'ont pas souhaité participer à cette réunion, malgré la proposition qui leur a été faite par un collectif qui fédère les gens qui ne veulent pas accueillir les migrants à Saint-Brévin-les-Pins. Oui, c'est un moment très fort et c'est encore une fois peut-être ça, moi, le point de départ de ce documentaire, parce que dans cette même journée, il y a cette réunion en fin de journée, mais un peu plus tôt dans la journée, je vais suivre un collectif qui est l'inverse, c'est-à-dire qui va, lui, faire en sorte que, justement, cette population de Saint-Brévin-les-Pins accueille ces migrants. Et en fait, ce jour-là, je vois vraiment deux camps. Il y a deux camps qui s'opposent, et je crois d'ailleurs, et j'en suis même sûr, que dans cette fameuse réunion, un tout petit peu avant d'entrer dans la salle, un peu avant que la caméra rentre dans la salle, on voit les deux camps qui se toisent dans la rue, avec des deux côtés du trottoir, deux façons de voir les choses, quoi. Et effectivement, pour revenir à cette réunion, c'est un des moments forts parce que il y a une hostilité très forte qui s'exprime, qui est en continu. Ça va durer environ 2 heures, 2 heures et demie, cette réunion. Je ne me souviens plus très bien, mais je crois que c'est à peu près ça. Et on ne va jamais changer de registre, ou presque. Il y a des propos qui sont d'une violence presque extrême. C'est assez déroutant. Moi, je suis interpellé en tant qu'individu. Je me demande pourquoi cette colère si forte s'exprime. Et c'est aussi pour ça que je crois que ce documentaire a un intérêt, c'est qu'on a aussi voulu essayer de s'intéresser à cette France du rejet. Alors, elle est incarnée à travers un protagoniste, tout à fait. en l'occurrence. Certains d'entre eux ont accepté de vous parler, de s'exprimer, d'exprimer les raisons de leur rejet. Quels arguments ils vous ont avancés? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? De quelle façon ils se sont livrés à vous? Vous parlez de ce monsieur qui est père de famille, qui vient de s'installer depuis peu dans cette commune. Qu'est-ce qu'il vous dit sur ce rejet qu'il exprime? Alors, il s'appelle Florent, il a une trentaine d'années et il est intéressant, Florent, parce qu'il y a une symbolique. Lui aussi, c'est un nouvel arrivant, c'est-à-dire qu'au moment où les migrants s'apprêtent à arriver dans la ville de Saint-Brévin-les-Pins, lui, ça fait très peu de temps qu'il est en train d'essayer de s'installer à Saint-Brévin-les-Pins, de quitter la région parisienne avec femme et enfants. Donc, cette symbolique-là, elle m'intéressait tout particulièrement. Ce qu'il nous dit, lui, il y a des propos qui sont assez contradictoires chez Florent, mais on sent que les migrants sont une sorte de bouc émissaire et qui cristallisent une colère. Il y a un malaise identitaire, il y a un malaise économique et social, un sentiment d'injustice par rapport au fait que ces migrants, finalement, on les accueille et ils soient nourris, logés, blanchis, pour reprendre ces termes. Il y a des amalgames qui sont faits. Et puis, il y a la peur de l'autre, il y a la peur de l'étranger qui s'exprime aussi ici. Ces attitudes anti-migrants, on va dire, dans quelle mesure les migrants que vous avez rencontrés sur place les ont-ils ressentis et se sont-ils sentis rejetés par ces populations sur place? C'est la grande question. C'est ce qui est très intéressant. Alors, en fait, on va prendre l'exemple de Saint-Brévin-les-Pins, où il y a eu ce clivage très fort et où l'hostilité ne s'est pas véritablement exprimée dans l'autre ville, à Oloron-Sainte-Marie. C'est moi qui leur ai appris qu'il s'était passé ce qui s'était passé. Moi et d'autres confrères de la presse locale, notamment, qui a pu traiter leur arrivée. On leur a expliqué qu'avant qu'ils viennent, il y avait eu notamment des coups de feu sur le bâtiment où ils venaient d'être logés, qu'il y avait eu des manifestations. Et ils n'ont pas vraiment compris qu'il avait pu se passer ce qui s'était passé. Et puis, progressivement, ils ont réalisé, mais
ils étaient à des années-lumière Ouais. de pouvoir imaginer qu'il s'est passé ça. Donc, il y avait de l'incompréhension et surtout, il y avait une volonté de leur part, et précisément à travers un des protagonistes qu'on suit, à savoir Nassir, qui est un Afghan, qui a été accueilli à Saint-Brévin-les-Pins, une volonté d'inverser la donne. C'est-à-dire, on me donne beaucoup, moi, je vais donner en retour. Et quelque part, l'hostilité, il l'a intégrée, mais il n'a pas voulu se focaliser là-dessus. Il a voulu voir que le positif, que le verre à moitié plein, plutôt que le verre à moitié vide. Alors ce positif dont vous parlez, le fait de donner, on le retrouve évidemment en parallèle dans la mobilisation des bénévoles dans les deux communes, à Brévin-les-Pins et à Oloron-Cette-Marie. Et on retient dans leur discours la volonté commune d'être utile, ils le répètent à plusieurs reprises, être utile à l'autre. Et en effet, l'accompagnement qu'ils proposent au quotidien auprès de ces migrants est essentiel. Essentiel, c'est clairement ce qui fait que cet accueil, globalement, se passe bien ici ou là en France. C'est aussi cette solidarité qui a pu se manifester, c'est cette dynamique, parce qu'il y a une dynamique, on le voit dans la localité d'Oloron-Sainte-Marie. Alors peut-être que... toute une organisation en voilà, amont de exactement. l'arrivée des migrants. Hein. Peut-être que ce n'est pas tout à fait représentatif de comment ça a pu se passer sur l'ensemble du territoire. Il n'empêche qu'à Oloron-Sainte-Marie, c'est très structuré, il y a une volonté très forte d'être aux côtés de ces migrants. Et puis, on va voir les étapes. C'est-à-dire que dans un premier temps, on se réunit, on se rassemble, on se structure, on définit une sorte de feuille de route, de plan de bataille pour voir comment on peut leur être utile. Et puis, une fois qu'ils sont là, on est archi présent en permanence. Peut-être trop, je ne sais pas. Les migrants, en tout cas, n'ont jamais manifesté une sorte de trop-plein vis-à-vis de cette entraide qui s'est manifestée autour d'eux. Oui. Mais quelque part, ces gens qui se sont mobilisés pour leur accueil ont participé aussi dans le fait qu'ils aient de nouveaux repères là où ils venaient. Il ne faut pas oublier qu'ils viennent de la jungle de Calais, qu'on les délocalise. Ils ne savent pas précisément où ils vont. D'ailleurs, c'est le début du film. Hein. On leur montre une carte de France et on leur fait comprendre qu'il y a telle et telle région, mais à aucun moment on leur dit précisément vous irez à tel endroit. Donc, une nouvelle étape sur le chemin de l'exil. Ils arrivent dans un endroit et il y a ces gens qui vont se mobiliser à côté d'eux pour les aider à se reconstruire. Et qui leur donnent des cours de français, qui leur font visiter la ville, qui leur font faire des entraînements sportifs, qui essayent de les insérer vraiment dans la communauté, dans la commune, et de faire en sorte qu'à terme, ils puissent trouver ou un emploi provisoire, ou en tout cas qu'ils puissent s'installer. On se demande, une fois qu'ils sont accueillis dans ces centres d'accueil et d'orientation, il y a ces bénévoles qui s'occupent d'eux, mais en parallèle, qu'est-ce qui se passe pour eux? Comment se passe leur journée? De quels revenus vivent-ils? En fait, il y a un gros enjeu pour tous ces migrants. C'est aussi le pourquoi du comment ils se sont retrouvés à quitter la jungle de Calais pour être placés à tel et tel endroit. C'est notamment d'évaluer leur situation et de voir dans quelle mesure une demande d'asile pouvait aboutir. Donc la demande d'asile, elle est centrale dans le quotidien de ces migrants, quelle que soit la localisation où ils se sont retrouvés. Donc, il y a une partie administrative, entre guillemets, qui est très importante. Et il y a des étapes. Il y a plusieurs étapes. C'est un processus qui prennent des semaines, évidemment, même si les choses se sont faites relativement rapidement quand même. Hein. On le voit d'ailleurs dans le documentaire. L'un d'entre eux, par exemple, se retrouve avec un statut de réfugié dans les semaines qui ont suivi son arrivée à Oloron-Sainte-Marie. Ce qui veut donc dire que derrière, il se retrouve avec la possibilité d'entamer une vie ici en France. Donc c'est ça l'intérêt. Mais la demande d'asile, elle est centrale dans le parcours de ces migrants. Vraiment. À quoi ils aspirent fondamentalement? De quoi rêvent-ils en fait quand ils sont installés dans chacun des villages ou des villes dans lesquelles ils sont accueillis? Ceux que vous avez rencontrés en particulier, quel est leur rêve? Dans un premier temps, ils aspirent à du répit. Le fait de se retrouver avec un toit sur la tête et des conditions de confort qu'ils n'avaient pas dans la jungle est clairement pour eux essentiel. Ça, il y a unanimité avec ceux que j'ai rencontrés. Dans un second temps, l'avenir.
parce que là, ils se retrouvent dans une situation où, sur le principe, on va voir de près leur situation et on va étudier concrètement dans quelle mesure ils vont pouvoir rester en France à travers l'asile. Il y a de l'inquiétude parce que rien n'est acquis. C'est pas parce que là, ils viennent d'être placés à tel et tel endroit et qu'on leur dit que leur demande d'asile va être scrutée que la demande d'asile va aboutir. Donc ils le savent, ils en ont conscience, il y a de l'inquiétude. Et il y a surtout une envie très forte chez chacun d'entre eux, et ça c'est ce qui m'a marqué, de rattraper le temps perdu, de se réaliser. Que ça soit Nassir, l'Afghan, suivi à Saint-Brévin-les-Pins, ou Ibrahim, le Soudanais, suivi à Oloron-Sainte-Marie, tous les deux, ils ont envie de reprendre le cours de leur vie. Et qu'est-ce que ça veut dire, reprendre le cours de sa vie? Eh bien, ça veut dire être heureux, ça veut dire fonder une famille, ça veut dire avoir un travail, et ça veut aussi dire vivre en France, parce que dans les deux cas, il y a une volonté de rester en France, peut-être pas durablement. Aujourd'hui, c'est compliqué pour eux de faire une projection long terme, mais en tout cas, il y a une volonté de rester en France. Donc ils n'ont pas envie de retourner à terme dans leur pays d'origine? Je ne le dirais pas comme ça. Je pense que le lien avec les familles laissées au pays est trop fort pour ne pas envisager un retour au pays. Mais en tout cas, en l'état actuel des choses, il y a une volonté de recommencer une vie plus apaisée ici en France. 6 mois après le démantèlement de la jungle, leurs rêves, justement, ceux dont vous parlez, est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que quand vous les suivez à la fin du reportage, ils ont toujours la même énergie, la même envie de se réaliser en France? Ou sont-ils découragés et perdus de nouveau? Moi, je n'ai pas senti de découragement. Je pense, mais c'est une interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut, qu'à travers leur parcours du combattant, à travers leur trajectoire incroyable, ces destins hors normes, je pense que justement, ils se sont endurcis comme on ne peut pas l'imaginer. Je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. Et je crois que justement, la détermination, elle est sans faille. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de doute, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tristesse, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où ils fléchissent moralement. Mais j'ai senti chez Nassir et chez Ibrahim une volonté très forte de maintenir le cap, vraiment. À Brévin-les-Pins, où les opposants étaient si nombreux et les tensions si fortes, est-ce que justement les choses se sont un peu apaisées? Comment elle se passe, la cohabitation aujourd'hui avec les migrants sur place encore? Je crois que pour le coup, le documentaire le démontre. On voit dans une première partie du film cette tension qui peut être parfois très forte et ce clivage. Et puis les semaines passent, les migrants sont là, et au bout du compte, c'est un peu, d'une certaine manière, permettez-moi l'expression, la montagne qui a accouché d'une souris. Parce que, et ça je crois que les opposants à l'arrivée des migrants ne pourront pas me contredire sur ce point-là, c'est qu'il n'y aura plus aucun rassemblement à partir du moment où ils vont arriver, et il n'y aura plus aucun incident. Et d'ailleurs, l'un des protagonistes qui incarne cette France qui rejette va lui-même expliquer qu'il les a croisés dans la rue, que sur le principe, tout se passe bien, ils lui ont dit bonjour, qu'il les a vus encadrer, faire du vélo, faire du sport, et que bon, ben voilà, ça se passe comme ça. Et je crois que ça, le documentaire y répond à cette problématique-là. Comment la cohabitation va-t-elle se passer une fois qu'ils sont arrivés? Au bout du compte, finalement, quelque part, tout se passe plutôt bien. Julien Launay, ces centres d'hébergement étaient provisoires quand ils ont été annoncés. Leur création a été annoncée comme quelque chose de provisoire, une étape dans la vie de ces migrants. Combien de temps vont-ils avoir le droit de séjourner dans ces villes, dans ces conditions-là, avant de devoir être livrés totalement à eux-mêmes ou alors de partir? Alors, je ne veux pas dire de bêtises parce qu'en plus, je pense que c'est du cas par cas. Je crois que globalement, ces accueils temporaires vont jusqu'au printemps. Dans le cas de Saint-Brévin-les-Pins, je crois que le centre va perdurer jusqu'à la fin du mois d'avril.
Dans le cas d'Oloron-Sainte-Marie, il me semble qu'on est à peu près dans le même échéancier. Donc effectivement, ce qu'on appelle les CAO, les centres d'accueil et d'orientation, n'ont pas vocation à perdurer dans le temps. Ça, c'était quelque chose qui avait été très clairement énoncé par les autorités. Et manifestement, ça va se terminer. Que vont devenir ces personnes? Eh bien, le plus dur commence, parce que les demandes d'asile sont en cours pour un certain nombre. Pour d'autres, je me dis que le processus a dû aboutir, favorablement ou défavorablement. Pour ceux qui sont encore dans l'attente, ils vont être placés dans de nouvelles structures dédiées aux demandeurs d'asile. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Ibrahim, l'étudiant soudanais, et Nazir, originaire d'Afghanistan, depuis que vous avez terminé ce reportage? Bien sûr que je garde des contacts. Que deviennent-ils? Ibrahim, comme on l'a vu à la fin du documentaire, avait eu l'occasion d'avoir une première mission intérimaire. Donc, un premier pas vers le monde professionnel, ce qui est évidemment pour lui quelque chose d'essentiel dans cette étape de reconstruction. Je crois qu'il attend que les choses puissent se pérenniser et monter en puissance pour justement qu'il ait d'autres missions de ce type. Quant à Nassir, je l'ai encore eu hier ou avant-hier au téléphone et figurez-vous qu'au moment où on se parle, il est à Paris pour justement un rendez-vous déterminant avec l'OFPRA qui gère la demande d'asile et pour savoir si justement oui ou non sa demande d'asile va pouvoir aboutir à terme. 6 mois après le démantèlement de la jungle de Calais, vous diriez que c'est une réussite humanitaire, ce démantèlement? C'est compliqué, la question elle est piège. Je peux difficilement me prononcer sur le sujet. J'ai eu le sentiment que les choses se sont bien passées, mais pour les échelles qui m'ont été données à voir, en l'occurrence deux localités. Une vue d'ensemble, je ne l'ai pas. Donc je ne vais pas me prononcer de manière globale. Mais quand même, les crispations du mois de septembre ou du mois d'octobre dernier autour de l'accueil des migrants ont disparu. On n'en parle plus. Ça ne fait plus l'actualité. Après, il y a aussi une réalité, c'est que je crois savoir qu'il y a un certain nombre de migrants qui reviennent à Calais. Oui. Donc, manifestement, il y a eu une urgence humanitaire, mais le problème de fond ne semble pas traité. Donc Calais reste un carrefour migratoire et la problématique de Calais devrait continuer à faire parler d'elle pendant encore quelques temps. À voir. Merci beaucoup Julien Launay pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre documentaire Après la jungle qui sera diffusé ce mardi 11 avril à 20h50 sur France 5 dans Le Monde en face, présenté par Marina Carrère d'Ancos. Merci encore. Merci à vous.